Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Hugo Nicole. Hugo est expert en email marketing pour les e-commerce. Hugo, bienvenue. Merci Anaïs, salut. Alors, ce qui m'a poussé à t'inviter sur ce podcast, c'est un post LinkedIn que tu as fait lors du Black Friday. Tu parlais du débat pour ou contre le Black Friday, avec notamment cette phrase, et attention, je te cite: «Après 500 débats avec moi-même, j'en suis venue à la conclusion qu'aider les marques responsables et à impact positif à vendre plus me permettrait d'aider la société à transitionner vers des modes de consommation plus durables.» Ces débats, je les ai eus aussi, et c'est pour ça que je voulais en discuter avec toi. Pour commencer, comment ça va aujourd'hui, Hugo? Bah écoute, ça va super. On est entre Noël et jour de l'an là. C'est un peu plus calme. J'en profite pour travailler sur des sujets de fond et ça fait du bien. Et je suis super content d'enregistrer ce podcast avec toi parce que c'est vrai qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur aussi et je trouve dans lequel il y a beaucoup de débats, autant avec les boîtes avec lesquelles je travaille que de débats avec moi-même. Euh, et ça m'intéresse beaucoup. Je voudrais revenir un peu sur ton parcours. Comment est-ce que tu es devenu expert en email marketing? Moi, j'ai travaillé pendant 8 ans en marketing et business development pour des grosses boîtes dans la cosmétique, la décoration et la mode. J'ai travaillé en France et aux États-Unis. Et pendant toutes ces expériences, j'ai toujours utilisé l'email de manière plus ou moins transversale dans ces expériences. Et il y a 2 ans et demi, j'ai pris la décision de me lancer à mon compte parce que j'avais envie de plus d'indépendance et de liberté. Et au début, j'ai décidé de me lancer comme copywriter, donc pour écrire tout type de texte pour les entreprises. Et un jour, j'ai un client qui était une boîte de cosmétiques qui m'a demandé si je pouvais refaire tout le copywriting de ses emails. Et il se trouve qu'il avait ses emails qui étaient paramétrés sur Klaviyo. Et en mettant les mains dans Klaviyo et dans ses emails, je me suis rendu compte à quel point c'était un univers passionnant dans lequel c'était les journées passaient à 200 à l'heure et je m'ennuyais pas du tout. Je trouvais que ça, il y avait de la créativité, de l'analyse, de l'écriture, de la stratégie marketing et j'ai trouvé que c'était hyper complet par rapport à tout ce que j'avais fait avant et que c'était un univers très riche. Et du coup, à ce moment-là, chose que j'avais pas du tout anticipé, je me suis dit, bah, si je me positionnais sur l'email marketing pour les marques de e-commerce. Et du coup, j'ai commencé à lancer mon offre vraiment très spécifique là-dedans, à un moment où on n'était pas encore trop nombreux à faire ça. Et, euh, et ça a pris hyper vite. Et je me suis très rapidement aussi éclaté dans l'émission. Et du coup, voilà comment j'en suis arrivé à faire de l'email marketing. Quand tu parles d'email marketing, est-ce que tu fais uniquement tout ce qui est email automation ou tu touches aussi aux newsletters Ouais, ponctuels? alors en fait, moi je travaille que sur des missions courtes avec mes clients. Donc je travaille pas du tout sous le format agence où j'accompagne les clients sur des années entières. En fait, je mets en place les automations de mes clients. Donc je construis vraiment de A à Z leurs emails, leurs séquences, la stratégie, et je leur livre tout clé en main dans Klaviyo. Pour la partie campagne, là je suis plus en mode consultant ou pour des campagnes très spécifiques, genre des campagnes de Black Friday ou des campagnes de lancement d'un produit. Et à ce moment-là, je vais intervenir vraiment sur des périodes avec des enjeux forts pour les marques, pour les aider à développer une stratégie pertinente à ce moment-là. Et sinon, à côté de ça, je fais pas mal de coaching et de formation de responsables e-commerce et d'entrepreneurs qui veulent devenir plus autonomes et monter en compétences sur Klaviyo. Et du coup, c'est ce que j'adore dans ce que je fais, c'est qu'il y a une énorme phase de transmission des connaissances pour que justement, quand on a fini la mission, les clients puissent travailler plus en autonomie qu'avant sur Klaviyo. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Alors, je sais par tes publications LinkedIn que la planète et l'environnement sont des sujets qui te tiennent à cœur. Comment t'es venue cette prise de conscience? Ah, c'est une question très difficile. En fait, c'est des éléments qui me tiennent énormément à cœur parce que bah déjà, j'adore. Enfin, ça peut paraître tout con, mais j'adore la nature, l'environnement. J'adore
je trouve que juste c'est beau en fait le monde dans lequel on vit, en tout cas le monde naturel, et je suis le premier à être émerveillé devant euh, je sais pas, des animaux ou des phénomènes naturels. Et je trouve que cette beauté de la nature, on a le devoir d'en prendre soin, de la préserver. Et puis aussi, j'aime beaucoup l'humain. Et je pense qu'on a encore de belles décennies et centenaires à vivre et faire perdurer l'humanité. Je pense qu'il y a un véritable enjeu de prendre soin de tous ces aspects-là et de s'assurer que on laisse un impact positif sur notre environnement et qu'on ne participe pas à sa destruction. Et j'ai longtemps travaillé dans des boîtes et aussi dans un environnement dans lequel cette éthique-là est beaucoup absente au profit de la rentabilité. Et, euh, et en fait, ça m'a jamais excité, ça m'a toujours dégoûté. Je vois, pour te donner un exemple, même quand j'étais en école, par exemple, j'adorais la finance, je trouvais ça hyper intéressant comme matière, mais je savais qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire dans ce milieu-là, mais j'y suis jamais allé parce que je trouvais que le mode de raisonnement, euh, en fait, je voyais, j'arrive, même aujourd'hui, j'arrive toujours pas à comprendre l'intérêt que ça, mis à part faire de l'argent, en fait, et faire de la croissance pour de la croissance, mais pour moi, j'arrive pas à comprendre ces logiques, et c'est pour ça que je suis devenu indépendant aussi, parce que je me retrouvais pas dans toutes ces politiques d'entreprise. Et là, aujourd'hui, j'aime justement faire quelque chose de plus artisanal, tu vois, à mon échelle de freelance. Où- et, et voilà, c'est à la fois une volonté de préserver l'environnement et de faire durer la beauté de ce qui m'entoure, et aussi, je pense, un peu une volonté d'aller contre cette croissance pour la croissance que je trouve qui va vraiment nulle part. Ouais, je suis complètement d'accord là-dessus. J'ai un peu le même parcours aussi de prise de conscience. Concrètement, comment est-ce que aujourd'hui dans ton activité de freelance, tu arrives à allier ces valeurs personnelles avec ton business? C'est pas toujours évident. Et je suis souvent à me poser des questions là-dessus. Ma première réponse, ce serait de dire que dans tous les tafs que j'ai fait jusqu'à présent, je pense que c'est celui qui a le meilleur impact. Euh, Aussi de par la politique que je peux déterminer moi-même. Et j'ai la chance d'avoir suffisamment de demandes entrantes pour pouvoir choisir les clients avec qui je travaille. Et du coup, je travaille à 90% avec des marques made in Europe ou made in France et qui cherchent à avoir un impact positif sur leur environnement. Donc le but de ces marques, c'est pas de faire surconsommer leurs consommateurs, c'est de leur apporter un produit qui apporte une réponse à une solution, voire une alternative à quelque chose qui n'est pas euh, avec un impact positif sur l'environnement. Et du coup, ça m'intéresse vachement, moi, d'accompagner ces marques qui cherchent à aider la société à transitionner vers des modes de consommation plus responsables, parce que je trouve que là, mettre au profit de ces marques, en fait, des techniques marketing pour développer leur business euh, et à atteindre, en fait, le plus grand nombre. Là, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a une mission, en fait, d'évangélisation un peu de ces pratiques. Et je trouve que c'est une belle manière de servir euh, des, des alternatives de consommation qui me parlent plus. Ouais, je comprends bien. Et est-ce que dans les stratégies ou dans les manières d'opérer, tu vois une différence pour ces marques-là dites à impact par rapport à des marques traditionnelles? Bah, généralement, elles sont plus respectueuses des pratiques marketing, enfin disons que de leur base de données qu'elles vont adresser. Ces marques-là, elles se soucient souvent, tu vois, de l'impact que va avoir leur message sur leur cible, de la manière dont elles vont formuler le message, de ne pas vouloir avoir des formulations trop agressives, de nouer un lien de proximité. Elles vont se soucier de spammer les gens, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Tu vois, il y a beaucoup de marques qui te demandent comment est-ce que je peux filouter, entre guillemets, pour essayer d'atteindre le plus de personnes possible. Là, ces marques-là, elles cherchent plutôt elles me contactent pour essayer de mieux faire les choses, en fait. Et je pense que cette distinction entre... en fait, c'est vraiment ça, c'est la volonté de mieux faire. Ces marques, elles l'ont, alors que celles qui n'ont pas un impact positif, elles n'ont pas cette démarche de mieux faire, ou en tout cas, c'est pas du tout le mieux faire pour les autres, c'est comment faire plus. Et je pense que c'est ça la différence. Il y en a qui veulent faire plus et il y en a d'autres qui veulent faire mieux.
Et c'est vrai que moi, le faire mieux, ça me parle beaucoup plus. Je trouve que c'est une volonté de faire du business, mais en prenant soin de son audience et de ce qu'on de ce qu'on vend aussi. Mmh. Moi, j'ajouterais même un point là-dessus, c'est que pour moi, c'est ce type d'entreprise s'adresse à des humains et non plus à des chiffres. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur, des nombres de bases de données, mais on est vraiment sur, de l'individuel, de l'humain. Et moi, j'ai des clients qui, pour la première fois, m'ont demandé, bah, de changer d'outil de tracking pour respecter les données, de leurs utilisateurs et en fait, vraiment dans le sens, bah, en fait, on veut respecter la vie privée des personnes qui vont sur notre site internet ou, qui lisent nos emails ou et j'ai trouvé ça super Mmh. fort parce que c'est pas souvent qu'on entend ça. D'habitude, c'est plutôt comment est-ce que je peux avoir plus de données, comment est-ce que je peux avoir plus d'informations pour toucher plus de monde, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, parce que c'est sûr que quand tu en fait, en faisant cette démarche, tu acceptes de passer à côté, d'un chiffre d'affaires qui est un peu laissé sur le côté de la table. Donc c'est vrai que c'est tout à leur honneur. Tu accompagnes, des entreprises dans des stratégies de cold emailing aussi ou tu fais vraiment juste tu travailles sur des bases de données clients? Non, non, pas du tout. Je travaille que sur des bases de données existantes, et sur des bases de contacts qui ont donné leur consentement pour recevoir, des emails. Ou en tout cas, c'est ce que j'essaie au maximum de faire comprendre à mes clients que c'est, les personnes qui ont accepté de recevoir des emails à qui il faut recevoir des emails et généralement quand tu ne suis pas ce conseil, ça se reflète dans tes chiffres, dans ta délivrabilité. Bah, disons que tu peux en B2C, c'est difficile le cold emailing, je trouve c'est très, c'est vraiment du pur spam. En B2B, bon ça se discute, ça peut se faire un petit peu, on le voit plus et moi je trouve que c'est pas forcément toujours une mauvaise pratique. Ça peut avoir des bons résultats, mais c'est vrai qu'en B2C, par contre, je recommande pas du tout d'acheter des bases de données, heu, de leur envoyer des emails, en masse pour essayer de les convertir. Ça, c'est pas du tout fructueux. En faisant mes recherches pour préparer cette interview, j'ai trouvé ce chiffre. Alors, envoyer 20 mails par jour pendant 1 an génère autant d'émissions de CO2 que 1000 kilomètres en voiture. Ça m'a un peu scotché parce que je pense qu'avec toutes les campagnes que j'ai en cours chez mes différents clients, je dois être à peu près dans ces niveaux-là. Toi, t'en penses quoi? La question de la pollution numérique due aux emails, c'est un débat qui revient beaucoup et bon, en vrai, c'est les emails, pour avoir lu pas mal d'articles sur le sujet, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Hem, cette donnée-là des emails qui représentent 1000 kilomètres en voiture, c'est un peu à relativiser. Je suis allé voir la vidéo qui parlait de ça, heu, qui cite pas forcément ses sources. Tu vois, il y a d'autres endroits où j'ai trouvé 200 kilomètres en voiture. Donc disons qu'il y a des chiffres qui sortent un peu de nulle part ou qui sont pas forcément exacts par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que ça a un impact sur l'environnement parce que quand on voit un email, ça utilise des terminaux technologiques, des serveurs, aussi les ordinateurs ou les téléphones portables qu'on utilise pour lire ces emails. Et ça, en fait, l'impact écologique, il est calculé à partir en fait de l'utilisation de ces différentes plateformes. Donc c'est plus que ça fait partie d'un tout et mais en soi, c'est minime. Une chose qu'on peut faire par rapport aux emails, je pense pour réduire leur impact, c'est en tant que consommateur déjà les supprimer les emails de nos boîtes mail, se désabonner des listes auxquelles on n'est pas intéressé, supprimer les emails avec les grosses pièces jointes parce qu'en fait, c'est ça qui pollue le plus, c'est tout ce qui correspond au stockage. Hem Et ensuite, en tant que marque, c'est, segmenter au maximum pour envoyer les bons emails aux bonnes personnes et arrêter d'inonder tout le monde avec des dizaines de milliers de messages qui, euh, qui à ce niveau-là, sont inutiles pour la marque et pour l'environnement aussi, même si c'est une goutte d'eau, comme je te disais au début, Mmh. et que c'est parfois un débat un peu inutile, il n'y a quand même pas de petits gestes. Et quand on peut le faire, je trouve que c'est important de pouvoir agir chacun à son échelle, quoi. Je suis d'accord avec toi que ces chiffres sont toujours à prendre, avec à la pincette dans le sens où,
tout email n'a pas le même impact selon le contenu qu'il peut y avoir, les images. J'ai le souvenir d'ailleurs que tu avais parlé une fois de compression des images pour améliorer la délivrabilité. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est un truc que j'ai déjà remarqué avec le SEO, c'est que en fait, la plupart des recommandations pour réduire l'impact environnemental du marketing digital permettent finalement de le rendre plus performant parce que tu vois, on va avoir des sites plus légers, plus rapides, là des emails qui ont une meilleure délivrabilité. Tu as d'autres conseils comme ça ou d'autres choses en tête, d'autres exemples similaires? En email marketing, c'est clair que mettre des images avec un poids le plus léger possible, pareil pour les gifs, là, c'est un cadeau énorme qu'on fait à la planète en faisant ça et puis aussi, en fait, à sa délivrabilité, donc c'est gagnant-gagnant et puis aussi, en fait, segmenter ses bases de données, nettoyer ses listes email, pour virer les contacts, qui n'ont pas ouvert ou cliqué, qui sont désengagés depuis un certain temps et en fait, permettre, aux données de se nettoyer de manière à s'assurer d'envoyer, un minimum de messages, au maximum d'intéressés. Donc, après, tu vois, je trouve que cette question des emails aussi, c'est un peu ça recoupe en fait la question du Black Friday où on se demandait est-ce que ça vaut le coup de faire des promotions sur cette période ou non? Mmh. Est-ce que ça fait de moi une marque éthique ou non de faire de la promotion? Ce qui veut dire en soi inciter les gens à plus acheter à cette période de l'année. Euh, Moi, c'est ce que je disais dans mon post. Je pense que en fait, la vraie question, elle est surtout dans la mission des marques et l'impact qu'elles cherchent à avoir sur leur environnement. Donc, si pour avoir plus d'impact, c'est à coup de promotion, fine, tu vois. Moi, je trouve ça tout à leur honneur de vouloir aussi démocratiser, enfin adopter des pratiques plus démocratiques du marketing de manière à toucher le plus grand nombre. Et en fait, avec l'email, tu peux avoir à peu près le même mode de raisonnement. Tu vois, si c'est utiliser des emails pour éduquer les gens à des pratiques plus responsables, à acheter des produits avec un meilleur impact environnemental, bah pareil, c'est un super moyen en fait de diffuser ces idées, même si ça pollue un petit peu. De toute façon, faut qu'on on peut le zéro pollution à tout prix, c'est pas ça n'existe pas. On vit dans un monde aujourd'hui qui le permet pas. Donc après, faut doser intelligemment, tu vois. C'est comme ces questions des gens qui disent faut pas faire d'enfants. Si en fait tu fais des enfants et que tu leur transmets des bonnes valeurs écologiques, bah, en fait, finalement, ton impact, il est certainement plus positif que des gens qui n'en font pas. Et bref, tu vois l'idée, quoi. Et puis, il y a un vrai sujet aussi de, bah, comme tu le disais, d'informer, d'éduquer et de prendre la parole. Ouais, carrément, faut se faire une place dans la bataille. Hugo, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? Bah, pour moi, c'est du marketing respectueux, du marketing plus éthique et du marketing qui s'assure d'avoir un impact positif sur son environnement. Et je parle d'environnement là au sens large, autant économique, écologique, sociétal. C'est un marketing qui se soucie, qui se soucie de son impact et qui va pas les yeux fermés à tout prix chercher la perf en fait partout. C'est un marketing qui prend un peu plus son temps et qui se pose des questions sur l'impact que ça a. J'aime beaucoup cette définition. Selon toi, qui est-ce que je devrais inviter sur ce podcast pour parler marketing responsable? Ben, j'inviterai Marie et Antoine de We Dress Fair. Je sais pas si tu connais cette marque. C'est génial ce qu'ils font et je pense que c'est les clients les plus engagés que j'ai jamais eus. En fait, c'est un site qui vend en ligne des vêtements, des marques responsables, des marques de mode responsables. Et du coup, ils passent vraiment au crible les marques à fond Mhm. euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir les commercialiser sur leur site. Et ils ont un processus de sélection, franchement, qui est impressionnant. Et c'est vraiment des personnes, quand tu parles avec eux, tu sens que ils ont un souci, c'est d'avoir un impact positif, d'aider les gens à transitionner vers des modes de consommation plus responsables, de, de faire, en fait, de faire du bien. Et tu vois, c'est les seules personnes qui sont
venus me voir en me demandant comment ils faisaient pour envoyer moins d'emails et mieux. Genre, ils avaient vraiment ce souci de bien faire. C'était criant dans leurs demandes et tout. Et on a bossé ensemble sur une mission d'audit de leur email marketing. Et c'était hyper intéressant, en fait, dans la mission, pas forcément d'aller juste chercher de la performance, mais aussi d'aller chercher une manière, euh, une manière de bien faire et de s'assurer qu'à chaque étape du processus d'email marketing, le souci, c'était de faire vivre une belle expérience au client et de pas le harceler. Euh, et franchement, ouais, je les aime beaucoup. Ils sont assez ouf dans ce qu'ils font et puis c'est deux personnes vraiment super Ça sympas. donne envie. J'aime beaucoup la démarche, en tout cas, moins mais mieux. Hugo, où est-ce que on peut te suivre, suivre ton actualité, ce que tu fais en ce moment? Ouais, bah alors sur LinkedIn, on peut me Mhm. retrouver où j'essaie de poster régulièrement et j'envoie une newsletter aussi hebdomadaire sur l'email marketing pour les marques de e-commerce dans laquelle je donne des astuces, des petits hacks Klaviyo, de l'inspiration de marques qui font les choses bien en email. Ça, je l'envoie une fois par mois, donc vous pouvez vous y abonner. Puis ensuite, j'ai un site web qui devrait sortir mi-février qui va s'appeler theemaillist.com, Themailist.com. Et ça devrait envoyer du lourd. Donc, il va y avoir un gros blog avec plein d'articles sur l'email marketing. Ça, ça va être hyper intéressant. Trop bien. Hâte de voir ça. Bah, écoute, merci beaucoup. Ben, merci à toi pour l'invitation. C'était trop cool de parler de ces sujets-là ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Encore un grand merci à Hugo Nicole pour cette discussion passionnante. J'espère qu'elle t'a toi aussi donné envie de trier tes emails et tes bases de données de contact. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.